Notre invité ce matin, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous cramponnez parce que le président se cramponne. Vous cramponnez, Emmanuel Macron? Toujours, si c'est pour mieux faire ce qu'on a à faire, il faut se cramponner, il faut mieux avoir des appuis solides. Bon, vous allez être précis et concret ce matin. Nous allons commencer. François Hollande répondait hier à plusieurs Français. Le troisième Français interrogé, Hassen Amou, vient de Marseille. Il parlait de la difficulté de mise en place et l'absence de succès des emplois d'avenir. Écoutez ce qu'a dit François Hollande. Par exemple, à Marseille, la ville de Marseille n'a pas voulu mettre en place les emplois d'avenir. C'est Ou les deux autres collectivités. Et d'autres collectivités, ça peut arriver, vous avez raison. Il y a des collectivités qui ne veulent pas se lancer de peur d'avoir à pérenniser ces emplois. Et parce que, pardonnez-moi, pour remettre un élément parce que les collectivités locales ont certaines difficultés financières aussi. Et parce que ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. Donc en l'occurrence, ça coûte 3 milliards d'euros pour 150 000 emplois d'avenir. Mais c'est l'État qui paye. L'État, c'est pour les contribuables de Marseille, par exemple. C'est pas la collectivité marseillaise ou le département ou la région. Mais je vais y revenir. C'est l'État qui fait l'effort. C'est l'État qui paie. C'est un état d'esprit, ça, l'État qui paie. C'est nous, l'État. Je vous confirme que c'est nous, c'est le budget, c'est le budget public et c'est voté. Oui. Ce sont 150 000 emplois, en effet, d'avenir. Le président en avait fait une priorité pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation qui est difficile. On a près de 10% de taux de chômage dans le pays. Mais si vous regardez les choses en fait, on a aujourd'hui, pour certains, trop d'emplois aidés, pour d'autres pas assez. Je constate juste qu'on en a moins qu'il y a 10 ans, et on est dans une situation plus difficile. Emmanuel Macron... C'est pas la solution à tout, je peux pas vous dire François Hollande a annoncé hier la création de 15 000 nouveaux emplois d'avenir, on est bien d'accord, hein, sans condition de diplôme. C'est ce qu'il a dit. Ah bon? Il a orienté en priorité ces 15 000 emplois d'avenir vers, en effet, la transition énergétique, qui est une de nos priorités. Façon de mettre en cohérence. Mais dès le 1er janvier. Dès le 1er janvier, ça a été voté. C'est-à-dire que ça fait partie il n'a rien annoncé hier. Il a expliqué. Mais c'est incroyable, vous voudriez qu'il refasse des dépenses publiques. Mais pas du tout. Donc, il a eu un discours responsable, le président de la République, à l'Assemblée nationale. Dès le premier jour. Lundi, à l'Assemblée nationale, 45 000 emplois. Il a raison, oui. Voilà. Et 15 000 fléchés sur la transition énergétique. Donc, il a raison de l'expliquer. Parce que sinon, on rentre dans un système infernal. Est-ce que vous annoncez tous les jours ce qui a été voté en début de semaine? Non. Donc, on passe d'une mesure à l'autre. Dans un fracas continuel. C'est vous qui les faites voter les mesures, c'est pas nous. En espèce, c'est le groupe parlementaire beaucoup trop d'ailleurs. Vous savez, il y a une démocratie, donc il y a un débat parlementaire, c'est ainsi fait, vous et moi, nous en héritons, c'est la Constitution de la 5e qui le prévoit, et donc le gouvernement fait des projets de loi, ils sont discutés à l'Assemblée et au Sénat, et ils sont amendés, votés, promulgués. Donc là, il y a un projet de loi de finances qui est en cours de discussion, et il y a eu en effet 45 000 emplois aidés en plus. Mais avec ces 45 000 emplois aidés en plus, on reste quand même sous le niveau des emplois aidés d'il y a 10 ans. Alors qu'on est dans une situation très difficile. Donc c'est de la dépense publique, les emplois aidés. C'est de la dépense publique, mais elle est plus utile que beaucoup d'autres parce qu'elle aide les plus jeunes, ceux qui sont le plus loin de l'emploi. Tout le défi ensuite, parce que la vérité, que veut un jeune? Il faut tout faire pour qu'il ne soit pas décrocheur, c'est-à-dire pour qu'il ne soit pas chez lui oisif ou à faire d'ailleurs des bêtises, pire que ça. Donc l'emploi public, c'est quand même, ou l'emploi aidé, parce que ça n'est pas forcément un emploi public, c'est mieux que ça. Mais après, que veut un jeune? Il veut un vrai emploi, il veut un emploi plein et entier. Et donc pour ça, il faut débloquer l'économie. C'est ça la clé, c'est la priorité. Mais ça va prendre un peu de temps. Alors je vais revenir sur la lenteur entre le moment où... un projet de loi est présenté à un Conseil des ministres et le moment où la loi est appliquée. On va y revenir, Emmanuel Macron, à travers votre loi sur la croissance, projet de loi sur la croissance qui est très intéressant, mais vous allez nous apporter des précisions qui n'ont pas été apportées hier soir. Emmanuel Macron, pas d'impôt nouveau, a dit le président de la République en 2015, c'est bien cela, c'est ce que j'ai compris, ni en 2016, ni en 2017. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'impôt nouveau voté durant ces années. Ah, voté. Parce que, non mais, très bien. Soyons précis là-dessus. Oui, justement. Vous avez des textes qui sont en train d'être discutés. Un projet de loi de finances, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y aura sans doute un projet de loi de finances rectificative, il passera en Conseil des ministres le 12 novembre prochain. Il y a dans ces textes des impôts nouveaux, des augmentations nouvelles, en même temps que des baisses. À côté de ça, il y a des baisses, et il y en a beaucoup. La suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu et le pacte de responsabilité et de solidarité. Donc il y a des hausses d'impôts, dont on parle beaucoup, des baisses, dont on parle beaucoup moins. Tout ce qui sera voté d'ici la fin de l'année le sera et sera annoncé, donc il y aura pleine visibilité. Si on parle moins des baisses, c'est qu'il y a eu plus de hausses. Si vous prenez les masses financières, vous avez raison. Mais pourquoi? Mais pourquoi?
vous savez, j'adorerais à titre personnel qu'on puisse baisser tous les jours les impôts. On ne peut pas le faire parce qu'on a hérité d'une situation de finances publiques. Mais ce ne serait pas responsable de ne pas en tenir compte. Alors je sais bien que chaque hausse, en particulier pour les ménages les plus modestes, les Français qui bossent et qui en ont assez de payer, qui ont le sentiment qu'on les harcèle, c'est insupportable. Mais c'est un esprit collectif. C'est pour ça qu'il faut se battre. Je reviendrai sans doute sur la fraude. Mais là-dessus, on a donc ces impôts qui sont en train d'être discutés, baisse et hausse et modifications. J'imagine qu'on reparlera des petits sujets qui ont animé la semaine ou la semaine dernière. Tout ça, ce sera voté en fin d'année. Donc il y aura des augmentations comme des baisses prévues pour les années à venir. Mais ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'il n'y aura pas de mesures nouvelles décidées en 2015, pas de nouvel impôt. Et 17. Voilà. Pas de nouvel impôt. Vous verrez. Peut-être des hausses sur certains impôts, mais pas de nouvel impôt. Dites-moi, Emmanuel Macron, j'ai Steve, par exemple, qui fait la remarque. Le président annonce aucun nouvel impôt, d'accord? Mais les collectivités seront moins dotées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les impôts locaux vont augmenter? Alors, pas forcément. Hein. Ce qui a été en discussion cette semaine, c'est la capacité donnée à des collectivités locales, par exemple, dans les zones tendues, de pouvoir augmenter la taxation sur la résidence secondaire. Oui. Vous confirmez ça? C'est en tout cas au débat, ça a été confirmé dans le débat par le ministre en charge. Vous êtes favorable, vous? C'est pas franchement. Je vais vous dire, la grande injustice de cette affaire, c'est que c'est le gouvernement et l'État qui prend le coup politique de l'annonce, mais c'est de l'argent qui ira aux collectivités locales. Dans certaines collectivités locales, d'ailleurs. C'est vous qui décidez quand même. Très peu le font. On leur donne une faculté. Et en particulier à Paris, il y a beaucoup de logements vacants. Ça leur permet de faire des rentrées fiscales sur des gens qui sont plutôt aisés, parce que c'est des gens qui ont une résidence secondaire à Paris qu'ils utilisent peu, et dans une zone tendue où il faudrait libérer ce logement pour pouvoir le... C'est pas partout. Je veux dire, à Romorantin ou à Saintes, on va pas faire une taxation sur la résidence secondaire. Il faut être clair là-dessus. Mais c'est une capacité donnée aux collectivités locales. Donc les collectivités locales, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, tout notre problème, depuis le début, c'est que, depuis des années, quand on veut réduire la dépense publique, on tape sur l'État et la sécurité sociale. Parce que ça, on l'a à notre main. L'État, moi je le vois dans mon ministère, on a demandé des efforts colossaux à nos fonctionnaires. On leur gèle le salaire depuis des années. Alors vous pouvez dire, ils ont la sécurité de l'emploi. Et on va continuer. Et on continue. On a fait des restrictions de postes. Or, nos priorités, on fait beaucoup de restrictions de postes. Il faut avoir le courage de le dire. C'est la vérité. On en fait plus que nos prédécesseurs hors de nos priorités. C'est-à-dire hors sécurité, justice, éducation. Au total, ça ne fait pas plus, mais on a priorisé. Mais à côté de ça, les collectivités locales... de 13 000 à côté de ça, en 2012. Parce qu'on a financé nos priorités, en particulier sur l'éducation. Quand on veut avoir plus de profs et qu'on veut bien les former, il faut mettre les moyens. Et ça, c'est une priorité, c'est la jeunesse. Mais à côté de ça, on n'était pas en capacité jusqu'alors de bien contrôler les finances des collectivités locales. Alors, pourquoi? Il y a un principe de libre administration de ces collectivités. Mais si vous regardez les 10 dernières années, elles ont beaucoup plus embauché que l'État, elles ont parfois mieux payé, elles ont plus augmenté leurs impôts. Alors, il y a des collectivités extrêmement vertueuses, il y en a d'autres qui le sont moins. Et donc, c'est une façon, en baissant la dotation, de les responsabiliser davantage. J'ai compris. Et un élu local, vous savez, juste pour finir là-dessus, un élu local, comme il est face à ses électeurs, comme le président de la République, tous les 5 ans. Son intérêt, ça n'est pas d'augmenter ses impôts non plus, c'est d'être plus responsable. Maintenant, les efforts qu'on demande, ils sont difficiles, en particulier sur l'investissement. François Hollande n'a pas parlé, ou très peu, du projet de loi croissance, libérer l'activité, grand chantier de la deuxième moitié du quinquennat, mi-décembre au Conseil des ministres, on est bien d'accord, projet de loi, la date, vous l'avez? Je ne veux pas donner des dates qui ne seraient pas précises. L'objectif, c'est mi-décembre. On est encore en train de travailler avec Adoption par le Parlement au printemps, on est bien d'accord? Pour le printemps, tout à fait. On est bien d'accord. Bon, alors, actionnariat et épargne salariale, baisse de la fiscalité? On a abîmé l'épargne salariale. Oui. Qui est une belle idée. Qui est une idée forte. Qu'est-ce que c'est l'épargne salariale? Ça permet à ceux qui constituent le collectif de l'entreprise d'être autour de la table et d'avoir les mêmes intérêts que le patron. Et vous savez, il y a un des grands patrons français qui disait « Quand mes salariés sont mes actionnaires, je ne pense plus de la même façon ». Et donc c'est ça qu'on veut. Donc on a augmenté là-dessus, donc on va aménager un petit peu le régime fiscal et social. Ça veut dire quoi, aménager? Baisser? Ça veut dire oui qu'on va donner... Vous allez baisser la fiscalité? J'attends les travaux, il y a un organisme qui est en charge. Il faut faire les trucs dans le bon ordre. Non mais d'accord, mais vous... Donc, moi mon souhait c'est qu'on puisse aménager sur ce dispositif si... Aménager, ça veut dire baisser, les actions. Ça ne veut pas dire augmenter, quand même. Non, parce qu'il y a des conditions, c'est-à-dire que vous ne voulez pas augmenter les impôts. Ça ne veut pas dire augmenter, non, quand même. On aide rarement un dispositif en augmentant la fiscalité. Baisser la fiscalité. Donc, là-dessus, il y a des impôts, il y a des charges sociales. Il y a les deux. Il n'y a pas que la fiscalité. Il y a les impôts et les charges. C'est vrai. Et donc, si on garde suffisamment ces titres de l'entreprise, oui, il faut pouvoir baisser la fiscalité et les charges sur celle-ci. Et il faut pouvoir aussi donner plus de marge de manœuvre aux
petites entreprises. Parce que l'épargne salariale, quand je dis on l'a abîmée, pourquoi? On en a fait un instrument de pouvoir d'achat. C'est-à-dire on a dit aux gens, vous n'avez pas d'argent, on ne peut pas vous en donner, utilisez l'épargne salariale, le déblocage. C'est pas une idée, honnêtement, qui aide cet actionnariat de long terme. Et la deuxième chose, c'est que pour les moins de 50 salariés, c'était quasi impossible de le faire, et on va faciliter l'épargne salariale. C'est important, et c'est important, pour les salariés français, c'est aussi important parce que c'est ça l'investissement productif dans le pays. C'est-à-dire que ça défend, ça protège nos entreprises. Les professions réglementées, simplification de l'installation, on est bien d'accord, plus facile, ouverture du capital entre professionnels, Emmanuel Macron, révision des tarifs, c'est-à-dire aujourd'hui, les tarifs pour beaucoup de ces professions n'ont pas été révisés depuis des décennies. Ça va augmenter donc? Ah, bah si ça augmentait, ça serait beau. Non, pas du tout. Ça va augmenter ou pas? Non, pas du tout. Je prends l'exemple des tarifs des notaires, qui sont une profession importante pour la sécurité juridique des Français, et une profession moi, que je respecte beaucoup. Aujourd'hui, il y a un tarif qui crée d'ailleurs une péréquation. Pour les petits actes, c'est moins cher que le coût. Et après, on a un tarif forfaitaire avec un pourcentage en fonction de la transaction. L'immobilier, ces tarifs, ils datent de 1978. L'immobilier a augmenté de plus de 250% depuis. Bon, donc on peut réviser quand même ces tarifs. Il ne s'agit pas de... Augmenter les tarifs, Non, les baisser. Les baisser. D'accord. Les protéger pour les petits actes, où le tarif a un aspect redistributif, permettre que le notaire gagne sa vie. Mais après, on peut trouver un système où on rapproche les tarifs des coûts réels. Parce que sur beaucoup de ces actes, les tarifs se sont déconnectés des coûts. Ils ont monté tout seuls. Donc, là-dessus, la transparence qu'on va mettre et le mécanisme qu'on veut faire, c'est pour baisser ces tarifs. Pourquoi? D'abord, pour les Français, c'est du pouvoir d'achat. Ensuite, pour les entreprises, les professionnels, parce que c'est ce qu'on appelle les intrants pour l'entreprise. On parle toujours de la compétitivité des entreprises, les marges. Une entreprise, elle emploie, elle investit, elle se bat sur les marchés internationaux. Quand on réduit ses charges, qu'est-ce que c'est ces charges? Les charges qu'elle paye pour l'État, on la réduit. Des entreprises avec le MEDEF qui protestent. C'est le pacte de responsabilité. Je vais en parler. Ensuite, on les baisse en baissant le coût de l'énergie. C'est ce qu'on a commencé à essayer de faire. On a pris des mesures très concrètes pour celles où l'énergie représente beaucoup. Et puis, c'est ce qu'elle consomme en services. Les services, c'est votre avocat, votre notaire, votre comptable, etc. Donc là, il faut baisser là-dessus les prix en mettant plus de transparence parce que ça donne la compétitivité. Les notaires vont pouvoir conserver le droit de céder leur clientèle? Alors ça, c'est un vrai sujet. On est en train de finir la réflexion là-dessus. Il y a un rapport parlementaire qui m'a été remis lundi par M. Richard Ferrand, qui a fait un énorme travail de concertation. Lui propose de supprimer ce qu'on appelle le droit de présentation. C'est-à-dire vendre sa charge. Exactement. Et ça, vendre son étude. Je vais vous dire, quelle que soit l'option technique qu'on prend, je vais être très précis, donc c'est pour ça que j'ai cette prudence. Non. Il n'y aura pas. Ah bon? L'indemnisation? Là-dessus, on sera très prudent, Jean-Jacques Bourdin. Mais je vais vous expliquer le système dans lequel on vit. Très vite, parce que j'ai beaucoup de questions. Aujourd'hui, quand vous êtes notaire, vous avez... C'est un office public ministériel. C'est pour ça que c'est une fonction importante. Vous êtes dans la protection juridique. Est-ce que c'est normal au XXIe siècle que vous pouvez avoir les diplômes, l'expérience, et parce que vous n'avez pas un notaire qui a une charge et qui vous présente au garde des Sceaux, vous ne pourrez jamais être notaire associé. C'est pas l'idée que je me fais de la République du XXIe siècle. Donc, il faut qu'on trouve les moyens. Ce qu'on est en train de travailler techniquement, c'est extraordinaire. Donc on revient sur ce droit. Donc on va revenir soit là-dessus, soit sur les conditions d'installation pour que le résultat, en tout cas, soit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a le mérite, qui a l'expérience, l'activité et qui est reconnu comme étant capable d'être un notaire associé, puisse le devenir sur le territoire. L'État va-t-il céder les parts qu'il possède dans de nombreuses entreprises? Oui. Entre 5 et 10 milliards d'euros? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit? Dans les mois qui viennent. Le travail le dimanche et en soirée, 12 dimanches, on est bien d'accord? Ça ne bouge pas? Ça sera porté à la discussion. Il y a plusieurs dispositifs. Ce qui crée de l'activité sur le travail du dimanche. D'abord, il faut simplifier, rendre le dispositif plus lisible. 2, il faut qu'il soit plus juste. C'est-à-dire qu'on mettra dans la loi le principe de compensation. Aujourd'hui, il y a des tas de zones en France où on travaille le dimanche. Vous savez, il y a 30% des Français qui, de manière occasionnelle ou régulière, travaillent le dimanche. Donc, qu'on n'aille pas non plus se pendre au rideau en disant c'est affreux, ils proposent de travailler le dimanche. C'est la réalité. Et dans plein d'endroits du territoire, les Françaises et les Français qui travaillent le dimanche n'ont pas de compensation. On mettra le principe dans la loi. Ensuite, il faut renvoyer aux branches la négociation des modalités. Alors, mais là-dessus, donc ça c'est le point. Ce qui crée de l'activité, c'est dans les zones à fort potentiel touristique et économique qu'on puisse ouvrir. Même là où les élus sont un peu réfractaires. Dimanche ou le soir. Dimanche ou le soir. Et donc à Paris, dans les zones touristiques connues, dans certaines grandes zones touristiques, dans les gares de Mais Emmanuel Macron, c'est très bien ce projet de loi. Sauf que il a été présenté déjà par Arnaud Montebourg, une partie avant l'été, qu'il va être présenté en Conseil des ministres en décembre, qu'il sera présenté aux députés au printemps, et que les Français verront les effets de ce projet de loi
Dans un an. Non, alors là, vous avez tout faux. Ah bon? Alors, et les décrets d'application paraîtront quand? Alors, on va le faire étape par étape ensemble. Non, moi je veux aller au bout. Alors, enfin... mais moi aussi je veux aller au bout, hein. Bon, je vous rassure. alors... Mais Arnaud Montebourg a fait un discours en juillet. Oui. Il y avait beaucoup de propositions, beaucoup n'ont pas été retenues sur les professions réglementées. Bon, pourquoi? Parce que je pense que on va pas revenir pourquoi, mais maintenant dites-moi, moi j'ai où on en est là? des premières annonces au nom de l'ensemble de mes collègues, parce que c'est un travail collégial, hein, et le président et le Premier ministre m'ont demandé de faire ces annonces, le 15 octobre, première vague d'annonces. Dans les prochaines semaines, je les compléterai par d'autres annonces, parce qu'on doit aller plus loin. Sur quoi? Bien sûr, on doit aller plus loin. Quelles annonces? Dans quel secteur, dans quel domaine? Je ne vais pas vous faire des annonces aujourd'hui, je vous dis que je vais les faire dans les prochaines semaines, parce que je suis en train de vous expliquer, donner le sens de tout ça. Dites-moi. On va continuer à travailler, en particulier sur le marché du travail, le Premier ministre l'a dit, le président aussi. Sur le marché du travail. Bien sûr, il faut aller plus loin. Rénover le code du travail. Les partenaires sociaux sont en train de négocier, et nous-mêmes on fera des propositions. J'ai commencé à les esquisser. Sur le Conseil des prud'hommes, avec François Rebsamen, nous continuons à travailler sur le sujet. Conseil des prud'hommes pour raccourcir les délais, évidemment. Raccourcir les délais, simplifier. Et simplifier? Bien sûr, c'est bon pour les Français les plus modestes, et les patrons aussi, les petits chefs d'entreprise, ceux qui sont le MEDEF, qui se battent tous les jours. Pouvoir licencier. Non, attendez, avant que vous finissiez l'autre question, je finis. Là, je vais refaire une série d'annonces. D'accord. Conseil des ministres. Ensuite, vous allez au Parlement. Je vais y aller très vite, quelques semaines après. On va discuter avec le Parlement et le Sénat d'ici au printemps, et ce sera voté. Je m'engagerai, moi, en parallèle, pendant qu'on fait la discussion, à donner un calendrier très précis de décrets d'application avec les dates. Alors quand les décrets d'application? Avec les dates. Ils seront pris dans la foulée de la loi. Et donc avant l'été. Et donc les premiers, je m'y engage, seront prêts avant l'été. Les premiers décrets d'application avant l'été. Et surtout, je mettrai en place une petite équipe indépendante qui suivra, vous m'entendez bien, le projet qu'on met sur la table, son évolution en fonction des amendements, des décrets, et qui en mesurera les effets. Parce qu'il faut qu'on puisse rendre compte aux Français. Vous avez raison, on fait trop d'annonces qui ne sont pas suivies, et après, les gens, on perd le fil. Évidemment. On perd le fil. Donc moi, je veux que le fil soit suivi. On a perdu le fil hier soir. Pourquoi est-ce que le président n'a pas parlé comme vous hier soir? Pourquoi est-ce que c'était pas aussi précis, Emmanuel Macron? Le président, pourquoi est-ce que vous êtes concret, pas lui? Le président, il a été précis. Mais vous savez, c'est lui qui m'a élevé, si je puis dire. Oui, d'accord, enfin, vous êtes un bon élève. Dites-moi, Emmanuel Macron, compte pénibilité, loi Hamon, les salariés qui sont avertis de la vente d'une entreprise. Alors là, le MEDEF n'en veut pas, ras-le-bol, souffrance des patrons. Est-ce que les patrons souffrent en France? C'est très dur pour les patrons en France, oui. Donc ils souffrent? C'est très dur. Ils souffrent? Il y a 3,5 millions de patrons. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, les patrons souffrent? La souffrance en particulier sociale ou économique, je la réserverai pour d'autres catégories de Français. Pas. Si, non. Je pense qu'il y a certains patrons. Ils ne souffrent pas. Mais vous êtes terrible. Vous voulez que je généralise. Si je vous dis les patrons souffrent, vous allez me prendre après l'exemple d'un patron du CAC 40 en me disant ah bon, ils souffrent. Les patrons, c'est une réalité extraordinaire. Alors est-ce que certains souffrent? Certains patrons souffrent. C'est très clair, parce qu'ils se battent au quotidien pour leur chiffre d'affaires, pour le carnet de commandes, pour maintenir parfois l'unique salarié qu'ils ont. Donc oui, c'est très dur. Les patrons souffrent. Vous avez raison. Tous les 25 jours. Vous avez raison, mais je sais bien, les patrons souffrent. Les patrons dans l'agriculture, tous les 2 jours. Dans l'agriculture, dans les petites entreprises, c'est très dur. Dans certains secteurs, comme le bâtiment, c'est très dur. Donc bien sûr qu'ils souffrent. Bien sûr que c'est très dur. La loi Hamon, n'est-ce pas une hérésie? C'est ce qu'ils disent. La loi Hamon et la pénibilité. Moi, quand on est sur le terrain, je comprends qu'un petit patron. Vous êtes favorable à cette loi? Écoutez, il y a question quand on est ministre de la République, c'est pas de savoir si on est favorable ou pas favorable. Quand une loi vient d'être votée. Vous l'appliquez. Je suis républicain comme vous. Je suis républicain comme vous. La pénibilité, comme l'information des salariés, ce sont de belles idées, ce sont de grandes idées. Elles ont été votées par la représentation nationale. Quel responsable politique je serais si je vous disais oui, non, la représentation nationale l'a voté, mais vous savez quoi, on va pas le faire. Non. Par contre, il faut réconcilier la réalité. Il y a des belles idées. Écoutez, la pénibilité, c'est une belle idée, c'est une grande idée. C'est ce qui va nous permettre d'individualiser les droits des salariés et de considérer que vous et moi, le job qu'on fait, ça n'est pas le même que celui qui est tourneur-fraiseur ou qui passe la journée dans des situations extrêmement difficiles, qui est dans une entreprise et qui se bat. Non, c'est pas le même boulot. Donc, c'est normal qu'il y ait des critères. Après, quand on est au réel, dans le quotidien, je comprends parfaitement le fait que ça puisse paraître insupportable pour un petit patron qui dit vous m'avez pris 10 décrets, je vais avoir des tas de critères qui pour la pénibilité. C'est ça la simplification. Comment je vais faire parce que je vais devoir informer mes salariés. C'est ça la simplification. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on concerte avant de le faire. Ce qu'a fait François Rebsamen sur la pénibilité. Il y a eu un gros boulot de fait, un gros travail, organisé par Michel de Virville. Et là, le président de la République l'a dit hier soir. Qu'est-ce qu'on va faire sur ces 2 dispositifs? On les garde, on les applique. Mais on les met sous observation et sous évaluation. Parce que dans notre pays, moi je vais au bout de votre raisonnement, Jean-Jacques Bourdin, il faut évaluer
pour corriger. Il faut arrêter de faire des annonces et de sauter d'une annonce à l'autre. Si je vous disais ce matin, vous savez quoi, on a décidé d'abandonner, vous me prendriez pour un irresponsable ou un déséquilibré. On a voté ça en juillet. Vous avez abandonné autre chose. Non, donc là, ça a été voté sur les permis de conduire, par exemple. Je ne vais pas, mais je referme la parenthèse. Non, mais je vous ai entendu tout à l'heure, la puce sur le permis de conduire. Non, mais depuis tout à l'heure, vous nous assassinez là-dessus. Je vous assassine. Moi, je n'y connais rien à ce sujet, donc j'ai appelé Bernard Cazeneuve dans la voiture. Mieux vaut appeler les gens qui savent directement, je ne vais pas vous raconter des cracks. Je l'ai appelé dans la voiture, je lui ai dit, Jean-Jacques Bourdin va m'attraper sur la puce. Il m'a expliqué l'affaire. Il m'a dit, les marchés ont été passés, ils sont défectueux. Il y a plein de caractéristiques des marchés qui ont été passés sur la puce qui sont défectueux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ont été mal passés, donc pour partie nos prédécesseurs et pour partie par nos services. Oui, par nous. De toute façon, on est toujours responsable. Hein. Donc ça, on se défile pas. Bien ça. Donc, non mais je vous le dis. Donc il y avait des marchés défectueux. Deux, il m'a dit, on a regardé les coûts par rapport à la réalité. Il m'a dit, il y a 2 pays qui le font, la France et je crois que c'est la Lituanie l'autre. Posez-vous la question, pourquoi l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis ne le font pas? Donc il y a moyen d'avoir un degré de sécurité sans faire ça. Donc quand on est parti pour faire une bêtise, vous savez quoi? Le mieux c'est de la corriger. Oui, remarquez l'écotaxe. Bon, allez, je termine. Non, je termine avec ce témoignage. Écoutez bien ce témoignage. Et vous parlez d'Europe aussi. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Lâche toujours des promesses et jamais d'actes, quoi. Donc voilà. Nous, les illettrés, on attend quelque chose de sa part, qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent voir ce que les illettrés sont capables de faire. Je sais pas, est-ce qu'il y a une certaine peur de sa part ou d'être pris à partie, de prendre peut-être des tomates dans la figure? Peut-être, je sais pas. Sandrine de Gade, vous êtes allé les voir, vous allez les voir ou pas? Vous n'êtes pas allé jusqu'à maintenant. J'y suis pas allé et j'irai. Mais vous irez quand? Je tiens mes promesses. J'irai à un moment où je ne vous le dirai pas, vous savez quoi? Oui, non, mais ça, moi j'ai pas envie de le savoir. C'est pas un show médiatique. J'ai pas envie de le savoir. Mais vous irez? Bien sûr que j'irai. Je tiens toujours mes promesses. Je tiens mes engagements. Je sais que ça vous a touché, hein? Oui, ça m'a touché. Cette bêtise. Écoutez, je vais vous dire, vis-à-vis de ces femmes et de ces hommes, c'est pas une bêtise, c'est une faute. Je l'ai dit, c'est une faute parce que je les ai blessés. C'est pas ce que je voulais faire. Vis-à-vis des belles âmes, de tous ceux qui m'ont donné des leçons, voire qui m'ont insulté, parce que j'ai dit qu'il y avait un problème d'illettrisme en France, en prenant cet exemple, et que j'ai dit qu'il y avait un problème de mobilité sur les territoires, mais cela, non seulement je vais pas m'excuser, mais je vais leur dire que ce sont eux qui ont tort. Parce que si les belles âmes pensent qu'en se voilant la face, en ne nommant pas la réalité, on aide à la résoudre, ils se trompent. Et on meurt de ça aujourd'hui dans ce pays. Donc, c'est ça la réalité. Maintenant, par rapport à l'engagement que j'ai fait, j'ai parlé aux élus, aux responsables syndicaux, aux gens de terrain. Si j'étais allé dans la foulée, si j'étais allé là, alors qu'il y a un plan social, une restructuration, c'était quoi? J'y allais quoi sur le terrain? Pour leur faire des promesses que j'aurais pas pu tenir? Pour leur dire voilà le Messie, je me suis planté, à la radio j'ai fait une faute vis-à-vis de vous, mais je vais vous sauver d'un plan social? Je ne sais pas le faire, ça n'est pas vrai. Il y a un plan social qui est en cours, qui se passe d'ailleurs mal, dans des conditions que je déplore. C'est-à-dire qu'en plus il y a eu des humiliations et c'est pas normal. Mais donc je ne veux pas être un démago. Je ne vais pas aller sur le terrain maintenant pour faire des fausses promesses à ces salariés ou pour aller, pardon de la formule familière, mais me faire la cerise parce que ce serait bien et ce serait bien pour mon image. Donc j'irai, mais j'irai à leurs conditions et aux miennes, pas à celles du système médiatique. J'irai pour un échange humain et sincère et j'irai pas pour raconter des cracks, pour faire des promesses ou pour aller jouer. Merci Emmanuel Macron. 8h59.